Il y a une prison dont beaucoup de gens ne soupçonnent même pas l'existence. Elle n'a ni mur, ni barreaux. Elle ne t'empêche pas de bouger, de parler ou d'agir. Et pourtant, elle influence presque chaque décision que tu prends. Cette prison, c'est le regard des autres, ou plus précisément, le besoin d'y être bien vu. Tu n'as peut-être jamais dit explicitement que tu voulais plaire à tout le monde. Tu te dirais même le contraire. Tu te vois comme quelqu'un de raisonnable, équilibré, ouvert, quelqu'un qui fait attention. Mais si tu observes honnêtement ta vie, tu remarqueras quelque chose de troublant. Beaucoup de tes choix sont légèrement ajustés, lissés, adoucis, pas parce qu'ils te semblent justes, mais parce qu'ils te semblent acceptables. Acceptables pour ne pas décevoir, acceptables pour ne pas déranger, acceptables pour ne pas être jugé. Et cet ajustement permanent a un prix. Ce prix, ce n'est pas un grand drame, c'est une perte lente, silencieuse. Tu renonces à dire certaines choses, à faire certains choix, à suivre certaines intuitions, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles risquent de ne pas plaire. Et à force de petites concessions, tu finis par vivre dans un cadre qui ne t'appartient plus tout à fait. Tu continues à fonctionner, tu continues à avancer, mais quelque chose en toi reste en attente. Une partie de toi sait que tu pourrais être plus libre, plus direct, plus fidèle à ce que tu ressens vraiment. Mais cette partie se tait souvent parce qu'elle a appris que plaire est plus sûr que s'affirmer. Sénèque avait une phrase d'une clarté presque brutale. Celui qui veut plaire à tous finit par ne plus se plaire à lui-même. Et cette phrase n'est pas une provocation, c'est un diagnostic. Car vouloir plaire n'est pas une faiblesse morale, c'est un mécanisme de survie sociale. L'être humain a besoin d'appartenance, de reconnaissance, d'acceptation. Et ce besoin est légitime. Le problème commence quand il devient un principe directeur. Quand chaque choix passe par la question « qu'est-ce qu'on va penser ?», quand chaque silence est rempli par la peur d'être mal compris, quand chaque décision est retardée par l'anticipation du jugement, à ce moment-là, tu ne vis plus selon tes règles. Tu vis selon des attentes que tu n'as jamais signées, mais que tu respectes pourtant avec une discipline remarquable. Et ce qui rend cette prison si efficace, c'est qu'elle ne te fait pas souffrir ouvertement. Elle te rend simplement prudent, mesuré, raisonnable. Elle t'apprend à être un bon garçon ou une bonne fille, quelqu'un de correct, quelqu'un qu'on apprécie. Mais à force d'être apprécié, tu perds quelque chose de plus rare, ton axe. Sénèque ne disait pas qu'il fallait provoquer ou mépriser l'opinion des autres. Il disait quelque chose de plus subtil. Il faut cesser de lui obéir. Il faut accepter que la liberté commence là où le besoin de plaire s'arrête. Car tant que tu cherches à être aimé par tous, tu es gouverné par ce que tu ne contrôles pas. Les opinions changent, les jugements fluctuent. Ce qui est valorisé aujourd'hui peut être critiqué demain. Et si ton équilibre dépend de cela, tu n'es jamais stable. Tu passes alors ta vie à ajuster ton masque. Avec certaines personnes, tu es plus discret, avec d'autres, plus enthousiaste. Dans certains contextes, tu te tais. Dans d'autres, tu joues un rôle. Et à force, tu t'éloignes de quelque chose de fondamental, la cohérence intérieure. Cette incohérence ne se manifeste pas toujours par un malaise conscient. Elle apparaît souvent sous forme de fatigue, de lassitude, d'un sentiment diffus de ne pas vivre pleinement selon tes propres termes. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tout le monde fait comme ça, que c'est le prix à payer pour vivre en société. Mais Sénèque posait une question radicale. À quoi sert une vie socialement réussie si elle est intérieurement soumise ? La liberté, pour lui, n'était pas l'absence de contraintes extérieures, c'était l'indépendance intérieure face au jugement. La capacité de se tenir droit, même quand on n'est pas applaudi, même quand on est mal compris, même quand on déplaît. Et cette capacité n'est pas innée, elle se cultive, lentement, par des choix minuscules mais répétés. Le premier de ces choix est inconfortable, accepter de ne pas plaire. Pas par provocation, pas par rejet, mais par fidélité à soi. Accepter que certaines personnes n'aiment pas tes décisions.
Accepter que ton silence soit interprété. Accepter que ta voix ne soit pas toujours validée. Ce renoncement n'est pas une perte, c'est une libération. Mais tant que tu n'as pas clairement identifié à quel point le regard des autres influence tes choix, tu continues à confondre prudence et liberté. Tu crois être sage, alors que tu es surtout conditionné. Dans ce qui va suivre, nous allons regarder comment cette dépendance au regard extérieur se construit, pourquoi elle est si difficile à briser, et surtout comment Sénèque proposait de s'en libérer sans devenir asocial, dur ou indifférent. Car la véritable liberté n'est pas de plaire à personne, c'est de ne plus en dépendre. La dépendance au regard des autres ne s'installe pas d'un seul coup. Elle se construit lentement, presque innocemment. Elle commence souvent par une qualité. Tu veux être respectueux, tu veux être apprécié, tu veux vivre en paix avec ton entourage. Et pour cela, tu apprends à observer, à t'adapter, à anticiper. Tu remarques ce qui est bien accueilli, ce qui l'est moins. Tu ajustes ton comportement. Et très vite, cet ajustement devient automatique. Ce n'est plus une stratégie consciente, c'est un réflexe. Avant même de parler, tu évalues. Avant même d'agir, tu imagines la réaction. Avant même de choisir, tu pèses le jugement possible. Et ce filtre, à force d'être utilisé, finit par se confondre avec ta propre voix. Tu ne sais plus toujours si une décision vient de toi ou de ce que tu penses être attendu. Tu ressens une hésitation constante, une prudence excessive, comme si chaque pas devait être validé par un tribunal invisible. Sénèque appelait cela une forme de servitude volontaire, non pas parce que quelqu'un t'impose quelque chose, mais parce que tu t'imposes toi-même une règle que personne n'a écrite. Tu obéis à une norme floue, changeante, impossible à satisfaire pleinement, l'opinion. Et l'opinion est un maître cruel. Elle ne te dit jamais clairement ce qu'elle veut. Elle ne te garantit jamais la reconnaissance. Elle ne te récompense que provisoirement. Un jour on t'apprécie, le lendemain on te critique. Ce qui était vu comme une qualité devient soudain un défaut. Et si ton équilibre dépend de ces réactions, tu es condamné à une instabilité permanente. Pour éviter cette instabilité, tu fais ce que beaucoup font. Tu réduis, tu lisses, tu deviens plus neutre, moins tranché, moins visible. Tu crois que tu gagnes en sécurité. En réalité, tu perds en clarté. Car plus tu cherches à plaire à tout le monde, plus tu deviens difficile à saisir. Les autres ne savent plus vraiment où tu te situes. Et paradoxalement, cette absence de position claire attire davantage de jugement, pas moins. Sénèque insistait sur ce point. Ce n'est pas le jugement des autres qui blesse, mais l'importance que tu lui accordes. Tant que tu crois que ton valeur dépend de l'approbation, chaque regard devient une menace potentielle. Alors tu te protèges, tu évites certains sujets, tu repousses certaines décisions, tu renonces à certaines ambitions. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles pourraient te mettre en désaccord avec quelqu'un. Et ce renoncement a un coût intérieur. Tu commences à ressentir une fatigue morale, une impression de jouer un rôle, de ne jamais être totalement aligné. Tu réussis peut-être socialement, tu es peut-être apprécié, mais intérieurement, quelque chose manque. Une sensation de vivre à côté de toi-même. Les stoïciens voyaient cela comme un signe clair. Tu vis selon des valeurs empruntées. Non pas des valeurs fausses, mais des valeurs non examinées. Tu as intégré des attentes sans jamais les interroger. Tu as accepté des règles sans jamais te demander si elles étaient réellement les tiennes. Et tant que tu ne fais pas ce travail, tu restes prisonnier d'un cadre invisible. Sénèque proposait une idée radicale pour son époque. Si tu veux être libre, commence par te demander de qui tu attends l'approbation. Et surtout, pourquoi ? Pourquoi cette personne ? Pourquoi ce groupe ?
pourquoi cette opinion compte-t-elle autant? Souvent, la réponse est déconcertante. Tu réalises que tu cherches à satisfaire des attentes vagues, des figures abstraites, un « on » sans visage. Et pourtant, ce « on » gouverne tes choix. Ce qui rend cette dépendance si puissante, c'est qu'elle se déguise en prudence, en sagesse, en intelligence sociale. Tu te dis que tu es simplement réaliste, que tu fais attention, que tu sais comment fonctionne le monde. Mais Sénèque répondait à cela avec une lucidité froide. Le monde ne respecte jamais celui qui se trahit lui-même pour s'y adapter. Car plus tu t'effaces, plus tu deviens interchangeable. Plus tu lisses ta personnalité, moins tu inspires de respect. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu n'es plus distinct. La liberté commence quand tu acceptes une chose simple mais inconfortable. Toute vie authentique déplaît à quelqu'un. Toujours. Il est impossible d'être fidèle à soi-même et unanimement apprécié. Ces deux objectifs sont incompatibles. Tant que tu n'acceptes pas ce conflit, tu restes coincé entre ce que tu es et ce que tu montres. Sénèque ne disait pas qu'il fallait rejeter la société. Il disait qu'il fallait choisir son juge, remplacer le tribunal du regard extérieur par un tribunal intérieur plus exigeant, mais plus juste. Ce déplacement est fondamental. Tant que tu cherches à plaire, tu es évalué. Quand tu cherches à être cohérent, tu deviens souverain. Mais ce passage n'est pas simple. Il implique d'accepter l'inconfort, d'accepter que certaines personnes te jugent, te critiquent, te comprennent mal. Et ce prix semble élevé tant que tu n'as pas goûté à ce qu'il te permet de gagner. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la peur de déplaire est si profondément ancrée, pourquoi elle touche même les esprits les plus rationnels, et comment Sénèque proposait de la désamorcer sans tomber dans l'indifférence ou l'arrogance. La peur de déplaire ne vient pas d'une faiblesse de caractère, elle vient d'un instinct ancien, un instinct qui, pendant des milliers d'années, a assuré la survie. Être exclu du groupe signifiait être en danger. Être mal vu pouvait coûter cher. Et même si aujourd'hui les enjeux ont changé, le corps, lui, n'a pas oublié. Il réagit encore comme si le regard des autres pouvait te condamner. C'est pour cela que cette peur est si tenace. Elle ne passe pas par la logique. Tu peux comprendre intellectuellement que l'opinion des autres ne définit pas ta valeur, et pourtant continuer à ajuster ton comportement. Tu peux savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde, et malgré tout chercher à le faire. Parce que ce mécanisme ne se joue pas au niveau des idées, mais au niveau de la sécurité. Sénèque le savait, et c'est pour cela qu'il ne proposait pas de combattre cette peur frontalement. Il proposait de la déplacer. Plutôt que de te demander « que vont-ils penser ?», il t'invitait à poser une autre question, plus exigeante. Est-ce que ce que je fais est conforme à mes principes ? Ce déplacement paraît simple, il est en réalité radical, car il te force à quitter un terrain instable pour un terrain solide. L'opinion des autres est changeante. Tes valeurs, si elles sont claires, le sont beaucoup moins. Mais c'est précisément là que se situe la difficulté. Beaucoup de personnes vivent selon des valeurs qu'elles n'ont jamais vraiment examinées. Elles savent ce qu'elles évitent, elles savent ce qui les met mal à l'aise, mais elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent défendre. Alors, quand vient le moment de choisir entre plaire et être fidèle à soi, elles n'ont pas de boussole intérieure suffisamment claire. Et sans boussole, le regard des autres devient le guide par défaut. Tu te dis que tu es ouvert d'esprit, que tu es tolérant, que tu es adaptable. Mais parfois, cette adaptabilité masque un vide. Pas un vide moral, mais un vide de position. Tu sais ce que tu refuses, mais pas toujours ce que tu assumes pleinement. Sénèque insistait sur ce point. La liberté ne consiste pas à n'avoir aucune contrainte,
mais à choisir consciemment celles auxquelles tu obéis. Tant que tu n'as pas choisi tes règles, tu obéis à celles des autres. Et ces règles sont souvent implicites, contradictoires, impossibles à satisfaire. On attend de toi que tu sois authentique, mais pas trop, sincère, mais diplomate, libre, mais conforme, différent, mais acceptable. Et à force d'essayer de répondre à ces injonctions, tu t'épuises. La peur de déplaire se manifeste alors de manière très concrète. Tu retardes certaines décisions. Tu minimises ce qui te tient à cœur. Tu présentes tes choix avec prudence, comme s'ils étaient provisoires. Tu ajoutes des justifications, des précautions, des excuses. Tout cela pour amortir un jugement qui n'est même pas encore formulé. Et ce faisant, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Sénèque appelait cela une perte de souveraineté. Non pas parce que tu es dominé par quelqu'un, mais parce que tu as cédé ton pouvoir de jugement. Tu as accepté que ta valeur soit évaluée de l'extérieur. Ce qui est paradoxal, c'est que cette stratégie ne fonctionne jamais vraiment. Plus tu cherches à plaire, plus tu t'exposes aux critiques. Car en te rendant dépendant de l'approbation, tu donnes aux autres un pouvoir qu'ils n'avaient pas forcément demandé. Et ce pouvoir peut être utilisé, parfois inconsciemment. Les personnes qui semblent le plus libres ne sont pas celles qui ignorent l'opinion des autres. Ce sont celles qui ont appris à la relativiser. Elles écoutent, mais elles ne se soumettent pas. Elles considèrent les avis, mais elles ne les laissent pas gouverner. Sénèque ne prônait pas l'indifférence, il prônait la hiérarchie. Mettre l'opinion des autres à sa place, ni au centre, ni totalement à l'écart. Mais pour cela, il faut accepter une vérité inconfortable. Vivre selon ses valeurs implique nécessairement de déplaire à certains. Et ce n'est pas un échec, c'est un indicateur. Chaque fois que tu prends une décision alignée, quelqu'un quelque part désapprouvera. Et c'est normal, car tes valeurs ne sont pas universelles, elles sont personnelles. La peur de déplaire devient alors un signal utile, non pas un signal à fuir, mais un signal à examiner. Elle t'indique que tu es peut-être sur le point de sortir du cadre. Et sortir du cadre est précisément ce qui rend une vie vivante. Mais pour transformer cette peur en signal plutôt qu'en frein, tu as besoin d'un outil, d'une manière concrète de te recentrer, de faire le tri entre ce qui mérite ton attention et ce qui n'est que du bruit. C'est ici que Sénèque proposait une pratique simple, mais exigeante. Une pratique qui ne dépend d'aucun regard extérieur. Une pratique qui te rend progressivement libre, non pas des autres, mais de leur pouvoir sur toi. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette pratique fonctionne, comment elle te permet de clarifier tes valeurs et comment elle devient un point d'appui solide face au jugement. C'est ce que Sénèque appelait, en essence, le tribunal intérieur. Sénèque savait que les principes, aussi justes soient-ils, restent fragiles tant qu'ils ne sont pas incarnés dans une pratique quotidienne. Il ne s'agissait pas pour lui de répéter des idées abstraites sur la liberté, mais de construire un point d'appui intérieur suffisamment solide pour ne plus être déplacé par chaque regard, chaque opinion, chaque jugement. C'est pour cela qu'il insistait sur ce qu'il appelait l'examen de soi. Non pas une introspection vague ou émotionnelle, mais un jugement clair, presque juridique, de ses propres actes. Il proposait de remplacer le tribunal du monde par un tribunal intérieur. Un lieu où tu n'es ni accusé ni défendu par les autres, mais évalué selon tes propres critères. Tant que ce tribunal n'existe pas, tu es jugé en permanence par défaut, par les regards, par les réactions, par les silences. Et comme ces juges sont multiples et contradictoires, tu ne peux jamais vraiment gagner. Le tribunal intérieur, au contraire, repose sur une règle simple. Tu n'as qu'un seul juge
et tu le connais. C'est ta conscience éclairée par tes valeurs. Mais pour que ce tribunal fonctionne, encore faut-il savoir quelles sont ces valeurs. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent connaître leurs valeurs parce qu'ils savent ce qu'ils aiment ou ce qu'ils évitent. Mais aimer ou éviter n'est pas choisir. Les valeurs ne sont pas ce qui te rassure. Ce sont ce que tu es prêt à assumer, même quand cela a un coût. Sénèque invitait à se poser chaque soir des questions simples, mais redoutablement efficaces. Non pas « ai-je été apprécié » ou « ai-je réussi », mais « ai-je agi conformément à ce que je crois juste » ? Ai-je cédé par peur ou ai-je choisi par conviction ? Où me suis-je éloigné de moi-même et pourquoi ? Ce questionnement n'a rien de culpabilisant. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te rendre lucide. Car la lucidité est la condition première de la liberté. Quand tu commences à pratiquer cet examen, quelque chose change. Tu réalises que beaucoup de tes ajustements n'étaient pas nécessaires, que tu as parfois parlé pour être aimé, non pour être vrai, que tu as parfois renoncé à une position non par sagesse, mais par confort. Et cette prise de conscience n'est pas agréable, elle pique l'ego, elle bouscule l'image que tu as de toi-même, mais elle te rend aussi plus fort, parce qu'elle te redonne la responsabilité de tes choix. Peu à peu, le regard des autres perd de son pouvoir, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus le dernier mot. Tu peux être critiqué sans te sentir atteint, jugé sans te sentir condamné, mal compris sans te sentir obligé de te corriger immédiatement. Pourquoi ? Parce que tu as déjà rendu ton propre verdict. Tu sais pourquoi tu as agi ainsi. Tu sais ce que tu as respecté. Tu sais ce que tu as assumé. Et cette certitude intérieure est incomparable à n'importe quelle approbation extérieure. Sénèque écrivait que la paix de l'âme ne vient pas de l'absence de reproches, mais de la conscience d'avoir agi droitement. Tant que tu cherches à éviter les reproches, tu es vulnérable. Quand tu cherches à être droit selon tes critères, tu deviens stable. Ce tribunal intérieur ne te rend pas rigide, au contraire. Il te rend plus souple, parce que tu n'as plus besoin de te défendre. Tu peux écouter une critique sans t'effondrer. Tu peux reconnaître une erreur sans te sentir diminué. Tu peux changer d'avis sans perdre ta dignité. Car ta dignité ne dépend plus du regard extérieur, mais de la cohérence intérieure. Ce qui est frappant, c'est que cette posture change aussi la manière dont les autres te perçoivent. Sans que tu fasses quoi que ce soit de différent en apparence, ils sentent que tu n'es plus en quête d'approbation, que tu ne cherches pas à plaire à tout prix, que tu es prêt à déplaire si c'est le prix de ta cohérence. Et cette disposition inspire un respect silencieux. Pas toujours de l'amour, pas toujours de l'accord, mais du respect. Les stoïciens n'ont jamais promis que la vertu rendrait populaire. Ils promettaient qu'elle rendrait libre. Et cette liberté a un goût particulier, celui de pouvoir marcher droit, même quand le chemin est étroit, même quand il est solitaire, même quand il n'est pas applaudi. À ce stade, tu peux déjà sentir un basculement. Le regard des autres n'a plus le même poids. Il est encore là, mais il ne dicte plus tout. Tu commences à distinguer ce qui relève de l'opinion passagère et ce qui relève de tes principes durables. Il reste toutefois une étape essentielle, une étape pratique. Comment utiliser ce tribunal intérieur de manière concrète dans les décisions quotidiennes, dans les situations de pression, dans les moments où la peur de déplaire revient avec force. Sénèque proposait une méthode simple, presque austère, mais d'une efficacité redoutable. Une méthode que nous allons maintenant formuler clairement
pour que tu puisses l'appliquer sans la transformer en exercice abstrait. C'est ce que nous appellerons, dans la dernière partie, le jugement de la conscience. La liberté dont parlait Sénèque ne se manifeste pas dans de grands gestes spectaculaires. Elle se joue dans les décisions ordinaires, dans les moments où personne ne te regarde vraiment, mais où tu sais, intérieurement, que tu es en train de choisir entre te conformer et te tenir droit. C'est pour ces moments-là qu'il proposait une pratique simple, presque sévère, mais profondément libératrice, ce que l'on peut appeler le jugement de la conscience. Cette technique n'a rien de mystique. Elle ne demande ni croyance particulière, ni posture morale supérieure. Elle repose sur une idée claire. Si tu veux être libre du jugement des autres, tu dois accepter d'être jugé par toi-même, honnêtement. Le principe est le suivant. À la fin de la journée, ou à un moment de calme, tu te places symboliquement devant ton propre tribunal. Pas pour te punir, pas pour te glorifier, mais pour examiner tes actes avec rigueur. Tu te poses 3 questions, toujours les mêmes, sans les adoucir. La première est simple. Ai-je agi pour plaire ou pour être fidèle à ce que je crois juste ? Pas dans l'absolu, concrètement, dans une conversation, une décision, un silence. Tu regardes sans te mentir. Et parfois, la réponse dérange. La deuxième question est plus exigeante. Qu'ai-je évité par peur du jugement ? Une parole non dite, une décision repoussée, une limite non posée. Tu identifies précisément ce que tu as sacrifié pour rester apprécié. Pas pour te reprocher, mais pour comprendre. La troisième question est la plus libératrice. Si personne n'avait su ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que je le referais ? Cette question coupe court à toutes les justifications. Elle te ramène à ton axe. Si la réponse est oui, tu es libre. Si la réponse est non, tu sais où se situe le travail. Ce jugement de la conscience n'a pas pour but de te rendre parfait. Sénèque méprisait l'idée de perfection morale. Il visait la cohérence, l'alignement progressif, la capacité à réduire l'écart entre ce que tu sais juste et ce que tu fais réellement. En pratiquant cet examen, quelque chose change lentement mais profondément. Tu commences à anticiper différemment. Avant d'agir, tu ne te demandes plus seulement « qu'est-ce qu'on va penser ?» Tu te demandes « qu'est-ce que je dirai ce soir devant mon propre tribunal ?» Et cette simple anticipation change ton comportement. Tu parles avec plus de sobriété. Tu choisis avec plus de fermeté. Tu acceptes plus facilement de déplaire, non par provocation, non par orgueil, mais parce que tu sais pourquoi tu agis. Le regard des autres perd alors de sa force émotionnelle. Il devient une information, pas une sentence. Tu peux l'écouter sans t'y soumettre, le considérer sans le craindre, et parfois même l'ignorer sans te sentir coupable. C'est cela la liberté stoïcienne. Non pas vivre sans les autres, mais vivre sans leur confier le pouvoir de te juger à ta place. Tu découvres aussi que cette liberté ne t'isole pas, elle clarifie. Les relations deviennent plus simples, plus nettes. Ceux qui t'apprécient pour ta cohérence restent. Ceux qui préféraient ton conformisme s'éloignent parfois. Et ce tri, bien qu'inconfortable, te rend plus léger. Sénèque disait que l'homme libre est celui qui peut se retirer en lui-même à tout moment. Le jugement de la conscience est précisément cet espace intérieur. Un lieu où tu te retrouves seul, non pour te fuir, mais pour te rencontrer sans masque. Avec le temps, ce tribunal devient plus calme, moins accusateur, plus juste. Tu n'as plus besoin de longues délibérations. Tu sais, tu sens, tu agis. Et cette simplicité est une forme de paix.
Si ce que tu viens d'entendre résonne avec ta propre expérience, tu n'as rien à forcer. Tu peux simplement essayer, un soir, puis un autre. Observer ce qui change quand tu te poses ces questions sans indulgence, mais sans dureté. Parfois, la liberté commence par un acte très discret. Arrêter de demander au monde l'autorisation d'être soi. Et si tu veux, tu peux partager en commentaire ce que cette idée du jugement de la conscience t'inspire. Sans obligation, juste comme un espace. Et si cette manière de penser t'aide à avancer plus droit, tu peux rester ici. La suite continuera dans cette même direction. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.